Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord, merci pour cette initiative qui nous permet effectivement de revenir devant vous. Votre Assemblée avait su, en première lecture, améliorer sensiblement le texte et il nous paraît tout à fait pertinent au moment où nous sommes confrontés au texte actuel de revenir sur quelques éléments. Je voudrais tout d'abord revenir sur les principes qui sous-tendent ce texte et qui nous préoccupent, sur la méthode également. Je voudrais évoquer quelques points et vous dire quels sont les 3 ou 4 points de crispation aujourd'hui sur le texte. Je voudrais préciser que Madame Le Bâtonnier de Paris évoquera le volet pénal, que Monsieur le Président de la conférence évoquera quant à lui la question des territoires, mais je voudrais rappeler que nos positions sont communes, concertées et ont été votées unanimement par les élus représentants de notre profession. Alors, tout d'abord sur les principes, notre sentiment, c'est que le gouvernement a la volonté de déjudiciariser essentiellement pour gérer des stocks. Nous sommes préoccupés et le fil rouge de toutes nos demandes tiennent à une préoccupation qui est de conserver l'accès aux juges et de rappeler que la justice est au service d'hommes et de femmes et que chaque fois que la justice sert à traiter des dossiers, on s'éloigne de la finalité de la justice, pilier de la démocratie et le droit ciment de la société. Le deuxième principe, c'est que cette déjudiciarisation, et c'est ce qui nous inquiète beaucoup, se fait au profit d'acteurs privés. D'acteurs privés et nous rappelons très régulièrement qu'il ne faut pas basculer vers une justice ni privée ni au service d'acteurs privés et j'en prendrai pour exemple le secteur marchand, les plateformes qui sont visées à l'article 3 pour lesquelles nous demandons une certification obligatoire et non facultative, j'y reviendrai. Mais il y a aussi à titre d'illustration une déjudiciarisation qui se fait au profit d'administrations ou d'associations de droit privé. L'exemple dont on a déjà beaucoup parlé est évidemment le directeur de la CAF et il suffit de regarder les files d'attente devant les agences pour constater que les personnes qui viendront demander la révision de leur pension alimentaire ne vont qu'ajouter à la saturation du service. Et enfin, troisième principe, cette déjudiciarisation se fait sans garantie. Si l'on supprime le juge, il faut une contrepartie, il faut des garanties aux citoyens. Et si les avocats font partie d'une profession, sont une profession réglementée, c'est précisément en raison des garanties qu'ils donnent aux citoyens. Donc nous voulons rappeler que ces garanties, l'indépendance, le secret professionnel, la déontologie, la formation que l'on renforce tout le temps, eh bien c'est une garantie qui n'est pas du tout utilisée dans le cadre de cette réforme. Sur la méthode à présent, nous avons une combinaison qui nous paraît tout à fait inédite et selon nous dangereuse puisqu'on alterne entre expérimentation et renvoi aux ordonnances. L'expérimentation, elle ne peut pas devenir une méthode pour, pardonnez-moi l'expression, mais légiférer en quelque sorte en douce. On a le tribunal criminel départemental, on a la révision des pensions alimentaires par le directeur de la CAF, on a la réforme des cours d'appel, on a la dématérialisation de la notification des droits aux gardés à vue, qu'on nous présente systématiquement comme des expérimentations qui risquent en fait de s'inscrire dans le droit positif parce qu'il sera difficile de revenir en arrière. Comment allons-nous revenir en arrière après plusieurs années d'expérimentation durant lesquelles on va avoir des structures qui auront été modifiées, créées, des budgets qui auront été affectés, des ressources humaines qui auront été déployées, de nouvelles procédures mises en place. Donc, sous couvert d'expérimentation, nous avons une véritable inquiétude. Donc, sur la méthode, ce premier point est source d'inquiétude pour nous. Deuxièmement, on associe à cette expérimentation le recours
aux ordonnances et on ne voit plus la réforme dans sa globalité. C'est l'effet iceberg et cela ajoute évidemment à l'inquiétude. Donc je me permets de vous alerter sur le nombre des mesures d'expérimentation qui, ajoutées à ces ordonnances, risquent à la fois de priver de débat et d'inscrire durablement des mesures qui sont annoncées comme provisoires dans l'hypothèse où elles ne seraient pas entérinées par l'expérimentation. Alors j'en viens aux 3 points d'amélioration sur le volet civil. Alors nous avons évidemment beaucoup d'autres propositions, mais je voudrais insister plus particulièrement sur 3 d'entre elles. Tout d'abord, l'article 3 sur les plateformes numériques de médiation. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, nous demandons que la certification de ces plateformes soit obligatoire. En fait, dans la discussion, je le précise, nous avions demandé la labellisation par des professionnels du droit. La labellisation, pourquoi ? Pour apporter justement ces garanties. Nous avons progressivement été sur le terrain de la certification. Pourquoi pas la certification, mais nous demandons à ce qu'elle soit obligatoire et non pas facultative, comme elle l'est aujourd'hui dans la loi. Alors, pourquoi obligatoire ? Parce que l'article 2 de la loi prévoit le recours obligatoire à la conciliation et à la médiation. C'est-à-dire qu'on va généraliser le recours à ces plateformes et ces plateformes vont donc directement contribuer au service public de la justice. Donc nous sommes ici sur une question de garantie, les garanties que j'évoquais précédemment. On ne peut pas subordonner l'accès au juge au recours par le justiciable à des acteurs du secteur marchand qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas réglementés, qui ne sont pas certifiés. Et ce point nous paraît d'autant plus important que avec l'open data, il faut des garanties particulières, notamment au niveau de l'algorithme qui sera utilisé, l'exhaustivité des décisions. Il y a toute une série de questions qui justifieraient pleinement la place et le rôle des professionnels du droit à ce niveau-là. Donc une certification obligatoire. C'était le premier point. Sur le deuxième point, je reviens également sur l'article 6, sur la revalorisation des pensions alimentaires par les directeurs de la CAF. Alors, l'Assemblée nationale nous a envoyé un signal en encadrant les pouvoirs d'appréciation du directeur de la CAF. Je vous prie de m'excuser. Par souci d'équité avec tous les autres intervenants, je me permets juste de vous signaler que vous avez déjà dépassé les 5 minutes. Donc, prenez le temps de terminer sur les 2 points que vous vouliez signaler. Mais éventuellement, ça n'empêche pas dans le cours de nos échanges de reprendre la parole, mais il faut que chacun puisse s'exprimer. Bien sûr, mais il y a tellement de points, oui, Monsieur le Président. Donc, sur la revalorisation des pensions alimentaires, certes, il y a des mesures pour encadrer les pouvoirs d'appréciation du directeur de la CAF, mais ce que nous craignons, c'est que c'est l'absence de définition de ce qu'est un dossier complexe. Donc, pour nous souhaitons la suppression pure et simple de cet article qui, pour nous, n'a aucun sens et va compliquer la vie. Nous considérons que le directeur de la CAF n'a pas à se substituer au juge. Le troisième point porte sur la dématérialisation des procédures, l'article 13. Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut se dérouler sans audience à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord. Mais le tribunal peut également décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Donc, si l'une des parties formule la demande, il faudrait prévoir que le tribunal doit tenir une audience sans laisser au juge cette faculté d'appréciation. Voilà pour le troisième point. Nous, à titre tout à fait accessoire, et vraiment j'en aurais terminé, nous pourrons revenir sur le débat sur la suppression de la représentation obligatoire en appel et je pourrais expliquer pourquoi l'avocat apporte des garanties sur des dossiers particulièrement complexes sur ce terrain-là.